spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Dans le studio aujourd'hui, on a la chance de recevoir une Miss qui s'intéresse à la communauté, mais plus précisément aux femmes. Bienvenue. J'ai envie de te demander de me donner ta couronne, mais je pense que j'ai pas droit à ça. Hein? Non. Alors toi, tu es Miss Congo Canada 2018 ou 2019? 2018, et ton mandat, il court jusqu'à quand? Jusqu'en 2000... je pense 22, hein, 22, ouais. Jusqu'en 2022. Oui. Alors, déjà, félicitations pour ton trophée que je ne peux pas avoir, là. Et puis, dis-moi, en tant que... J'ai vu des concours de beauté, puis elles sont souvent le porte-parole de quelque chose, ces femmes-là. Toi, quels sont les points qui te touchent? Moi, en fait, les points qui me touchent, merci d'abord pour la parole. Et les points qui me touchent d'abord, c'est les enfants, les orphelins. Parce que moi-même, je suis orpheline de père et de mère. Alors, ça fait que c'est vraiment mon point qui me touche vraiment le plus. Et les femmes, dont les veuves, parce que ma mère a été veuve pendant longtemps avant qu'elle décède. Oui. Et puis, les femmes victimes de viol au Congo, dans notre pays, en RDC. D'accord. Donc, c'est des points-là que tu as soulevé pendant le concours. Et puis, du coup, tu as été élue la plus belle et il y a quelqu'un qui avait le projet le plus intéressant. Et quand tu me dis que ces points-là te touchent, qu'est-ce que tu fais comme action pour essayer d'apporter un plus ou de changer les choses? C'est que le point que je fais d'abord, c'est plus pour les orphelins. Donc, je les amène des matériels en Afrique. Donc, quand j'ai le temps, parce que présentement, je suis mère et j'ai 4 enfants. Donc, ce qui fait que je suis vraiment occupée avec les enfants. Mais j'essaie aussi de prendre le temps aussi pour d'autres enfants que je me suis engagée pour eux, dans les orphelins en Afrique. En Afrique, donc tu voyages ou tu apportes des affaires là-bas? Oui, je voyage. Oui. Tu voyages seule ou c'est toute une équipe qui t'accompagne? Non, je voyage juste avec mes enfants. Juste moi et mes enfants. Fait qu'en même temps, tu apprends à tes enfants à partager. Mon Dieu, 4 enfants, c'est extraordinaire, ça, déjà. Et puis, dis-moi, quand on parle de ce que tu fais pour les enfants, les veuves, les orphelins, tu as dit que tu avais 4 enfants, c'est difficile de concilier le tout en même temps, hein? Parce qu'en plus, tu as ton trône de reine de beauté, donc comment tu fais? En fait, ça vient d'arriver, donc comme l'année passée, donc ça fait que ça n'était pas vraiment dedans. Donc quand je m'arrangeais, c'est que je m'arrangeais quand les enfants sont en vacances, donc je peux aller et puis je peux parcourir, donc je peux aller dans des places où je dois aller et je reviens aussi tôt. Donc je m'organise déjà, c'est que je sais que l'année prochaine ou bien cette année, je veux voyager, donc j'essaie déjà d'arranger ça et d'essayer de garder un peu d'argent pour mon billet, le billet des enfants qui n'est pas aussi non plus moins cher. OK. Et est-ce que tu as commencé avec ton parcours, ton mandat avec Miss Congo Canada? Est-ce qu'ils te soutiennent quelque part dedans, dans cette lancée? Comme on vient de commencer, donc on n'a pas encore vraiment, c'est pas vraiment encore assez pour commencer à parler de ça, mais ils ont quand même leur organisme parce que moi je fais pas ça au Congo, moi je fais ça à un autre pays. Alors là maintenant on va travailler pour commencer pour le Congo aussi. C'est quoi le pays? Moi je travaille pour le Togo. Pourquoi? Déjà, tu viens du Congo. Pourquoi tu as juste viré de l'autre bord? Parce qu'en fait, mon conjoint, il est du Congo, il est du Togo. OK, donc on a commencé d'abord avec le conjoint et puis après on termine le dernier pour la fin. Là. OK, d'accord. Alors, tu seras une des conférencières à un panel de femmes pour une conférence, je crois qu'il sera le samedi 30. C'est ça. Et le thème, c'est carrière, engagement communautaire, études et vie de famille. Comment concilier le tout? La question que je te posais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas apporter à ces femmes-là qui vont venir te rencontrer? Je vais essayer de leur montrer comment prendre tout ça. C'est pas facile, je le dirais déjà. C'est pas vraiment facile parce que déjà avec les enfants,
4, 2 filles, 2 garçons. Les filles sont terribles. Mais on dit toujours que c'est les petits garçons qui sont un peu... Non, c'est faux. Les filles sont vraiment terribles. Alors, j'essaye de tout faire. Donc, je me réveille à 5 h du matin pour attendre mes enfants qui vont se réveiller, peut-être à 6 h ou 7 h, pour les arranger, les préparer, les amener à l'école. Je les dépose tous à l'école, revenir, commencer à travailler. Parce que j'étudie aussi, je fais les cours en ligne à l'université d'Athabasca. Donc, j'essaie de manager tout ça. Déjà, à 14 h, je dois filer vite pour aller les chercher. En même temps, je suis en train de cuisiner. J'ai fait les cours. Je pars les chercher. Je reviens. Ils mangent. Je les fais manger parce qu'il y a d'autres qui sont bébés encore. Je les fais manger. Quand ils dorment, allez, je commence encore à travailler jusqu'au moins minuit. Et puis, je pars me coucher. Et je me réveille à 5 h. Donc, c'est tout ça que tu vas partager avec les femmes là-bas. Oui. Et puis, je pense que tu auras des astuces à leur donner. C'est ça. Et puis, toutes les informations, je pense qu'elles sont sur le site web. Alors, le site web, moi, je vais inviter le monde à la maison à visiter le site web pour participer à cette conférence qui s'en vient. Et puis, avant de terminer, je veux te souhaiter un très bon mandat. Puis j'espère que tu auras les ressources nécessaires pour pouvoir accompagner les personnes que tu souhaites accompagner, dont les veuves et les orphelins. Merci beaucoup d'être passé ici. Merci beaucoup. Alors, comme je disais tantôt, pour les soutenir, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.misscongocanada.com et puis apporter votre soutien à cet événement-là. Juste après la pause, on va parler de comment s'occuper des personnes qui sont en dernière vie. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je rencontre Nathalie Lauzon, une auteure, une artiste, une coach avec un cheminement particulier de militaire à artiste visuel. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment prendre soin des personnes qui sont en fin de vie? Ça sera quelque peu le thème que vous allez développer aux conférences, aux journées Montfort. Et puis, vous êtes docteur, mais vous n'êtes pas juste docteur qui va venir parler de ça. Vous êtes passé aussi par quelque chose, hein? Oui, c'est ça. En fait, le titre de la conférence, en fait, ce que j'ai mis comme titre, c'est « Soigner après le cancer, réflexion d'un docteur devenu malade ». Parce qu'effectivement, j'ai eu moi-même un cancer du sein il y a 1 an et demi maintenant, là. C'était en 2017. Puis moi, je suis un médecin de famille, mais je fais beaucoup de soins palliatifs dans ma pratique. Même, je faisais ça depuis des années avant mon diagnostic. Donc, un petit peu là, le processus là, et les réflexions qui ont suivi, c'est ça. Alors, quand on parle de soins palliatifs, c'est pas juste accompagner des personnes qui sont en fin de vie. Ça demande beaucoup de la personne même qui accompagne, je me dis. Ah oui, non, c'est certainement, c'est un peu mon dada. Je dis souvent, c'est devenu une des grandes passions de ma vie, là, outre mes enfants. Les soins palliatifs, dès la première exposition que j'ai eue comme étudiante en médecine, c'est devenu un grand amour de ma vie, parce que ça m'a, dans un certain sens, réconciliée avec le reste de la médecine qui peut être un peu plus, je dirais, un peu plus, 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 plus,
comme je dis, un peu plus médicalisé, un petit peu plus, bon, avec les données probantes, une approche rigoureuse, scientifique. Et puis, je fais beaucoup d'enseignement aussi dans ma pratique où je travaille. On est affilié à l'Université McGill. On forme les médecins résidents en médecine de famille. Et donc, il y a beaucoup... c'est très, très, tu sais, je peux dire plus médicalisé dans un certain sens. Puis les soins palliatifs, c'est la facette plus humaine de ma pratique, où littéralement, c'est un humain qui est avec un autre humain et c'est l'accompagnement qui est différent. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est la philosophie autour des soins palliatifs, elle est très, très différente de la philosophie médicale traditionnelle qu'on connaît plus, au sens où on met toujours le patient au centre des décisions médicales. Moi, je me dis que c'est beaucoup plus difficile, pour moi, en fait. Oui, bien, c'est certain, mais en fait, je pense que pour moi, ce l'est dans un sens, parce qu'à toutes les semaines, je perds des patients que j'ai aimés, que je vais pleurer, que j'enlace. Des fois, la consultation se fait assise dans leur lit, là, avec eux, là. Mais à chaque étape, à chaque fois où il se passe quelque chose avec le malade en soins palliatifs, l'équipe se mobilise pour vraiment regarder avec le patient qu'est-ce qui est le plus approprié à ce moment-là pour le patient. Ce qui était vrai hier n'est peut-être pas vrai demain. Et on s'adapte vraiment à la qualité de vie du patient et de façon encore plus importante, qu'est-ce que lui définit comme une vie de qualité pour lui, dans le fond. Et ça peut changer à chaque jour. Ça peut changer à chaque jour. Puis de recentrer ça sur vraiment le moment présent du patient et non pas la quantité de vie, mais la qualité de la vie, c'est une approche qui est un peu différente. Je donne souvent l'exemple d'une pneumonie. Le patient qui arrive, là, le jeune homme de 20 ans qui arrive au sans rendez-vous, là, je le fais ce soir, le sans rendez-vous, il vient me voir, il fait une pneumonie, je vais dire, bon, va faire des radiographies, prends des antibiotiques, on fait un suivi après et voilà ce que je te recommande. C'est assez standard. Large, oui. Mon patient en soins palliatifs qui fait une pneumonie, j'ai un éventail de possibilités. Est-ce qu'on fait la radiographie? Est-ce que se mobiliser à l'hôpital pour aller faire la radiographie, ça coûte au patient en termes de temps, en termes d'énergie? Est-ce qu'il va être complètement fatigué après pendant une journée puis il va perdre une journée précieuse juste pour aller faire une radiographie alors que, bon, j'ai mon diagnostic clinique, je vais l'évaluer. Est-ce qu'on fait la radiographie? Est-ce qu'on traite avec des antibiotiques? Il y a des gens qui vont me dire, écoute, je suis épuisée, les effets secondaires potentiels, tout ça, moi, je veux... C'est fatigant et tout. Oui, c'est ça. Moi, laisse-moi aller, soulage mes symptômes et laisse-moi partir de cette pneumonie. Puis j'ai des gens qui vont dire, non, moi, j'ai encore des choses à faire. Je veux pas que cette pneumonie-là m'emporte. Alors, je désire, oui, la traiter. Il y en a qui vont me dire, je préfère traiter par la bouche. Il y en a qui vont me dire, si tu as besoin de m'amener à l'hôpital pour de la médication intraveineuse, on y va. Okay. Ça dépend vraiment. Puis un patient une semaine peut me dire, oui, je vais être plus agressif dans mes soins. Et la semaine suivante, décider qu'il est rendu ailleurs. Puis c'est correct. Donc, c'est qu'à chaque fois que quelque chose se passe, je me rassois avec le patient pour voir où est-ce qu'il est rendu. Puis là, je l'accompagne là-dedans, je lui offre son menu d'options. Et moi, comme je dis, je vais être sa partenaire là-dedans. Puis je m'assure que les soins dont bénéficient mes patients, ils sont toujours à la hauteur de ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent pour l'instant. C'est représentatif des soins qu'eux jugent appropriés pour eux. Je ferai jamais, puis je discute, on parle beaucoup de niveau de soins, c'est quelque chose que des gens ne savent pas, mais c'est un formulaire médical sur lequel on détermine le degré d'agressivité dans les soins que le patient désire. Puis c'est signé par un médecin, c'est comme une ordonnance. Donc, il y a des gens qui veulent seulement des soins conformes. On discute avec eux vraiment avant de décider de quoi que ce soit, surtout que, comme on a dit, ce que vous préconisez, c'est plutôt, c'est pas la quantité de vie, mais la qualité de vie que la personne doit avoir avant de quitter. Comment vous gérez ces émotions-là? Parce que vous avez dit tantôt, vous perdez des patients à chaque jour. Comment vous gérez ça? Puis rebondir à chaque fois, aller rencontrer un autre patient? Je pense que la clé... c'est l'authenticité. Je pense que je m'autorise la vulnérabilité que j'ai comme médecin. Je m'autorise la peine. Je pleure avec eux, je pleure avec les familles. Puis des fois, je les pleure le soir aussi, puis je vais chercher de l'aide pour ça moi-même, mais je pense que le moment où j'ai décidé dans ma pratique que moi,
j'étais d'abord une humaine qui allait traiter d'autres humains. Moi, je vais chez mes patients en jeans et en bottes de cow-boy. Non, c'est vrai, j'ai mes bottes de cow-boy. Je travaille comme ça. Puis là, je suis pas en chemise carottée, mais j'ai failli. La moitié de mon garde-robe, c'est du carotté. Mais je vais chez les patients comme ça parce que des fois, mes étudiants sont comme surpris parce qu'ils arrivent. À l'aise, en fait, oui, hein? c'est ça. Mais les étudiants, ils arrivent, ils sont un peu nerveux. Puis là, ils sont tout bien mis. Puis là, ils arrivent dans mon auto, toute sale parce que j'habite en campagne. Puis là, j'ai mes bottes de cowboy. Puis là, j'ai dit, oui, mais écoute, là, on s'en va chez quelqu'un. Il n'y en a rien à faire, là, parce que j'ai une cravate. Ou, ça va au-delà de ça. Et en fait, quand j'arrive là, comme moi, et que je leur offre la personne vraie que je suis, avec qui je suis à ce moment, je leur donne du vrai, j'ai du vrai en échange. La relation devient enrichie. Et l'alliance thérapeutique se développe beaucoup plus facilement. La confiance est là, puis c'est vraiment superflu, tu sais. Donc, tout le reste, là. Donc, c'est vraiment... on va chez les gens. Tu sais, les gens quand ils viennent chez nous au cabinet, là, chez le médecin, tu sais, des fois, les petites madames, tu sais, elles sont se mettent belles, là, ouais. viennent voir le docteur. Et les enfants, tu sais, ils ont des petites robes. Là, c'était toutes mis belles pour venir me voir. Mais on n'a pas accès à vraiment aux patients tant que ça. Oui. Moi, je vais chez eux. C'est eux qui m'accueillent. Et là, tu sais, c'est différent. C'est un peu inversé. C'est ça. Donc, moi, j'arrive là avec... toute la simplicité, l'authenticité pour que tu sois ouvert. Oui, c'est ça. Puis, en étant comme ça, j'ai accès à tellement plus. Les gens me partagent beaucoup plus les vrais défis qu'ils ont. Ouais. Je le vois que le ménage n'est pas fait. Comment est-ce qu'ils pourraient le faire, tu sais? Je vois de quelle façon ils s'alimentent vraiment. Je vois les médicaments, des fois, qui sont pas elles-mêmes. Puis je dis, OK, là, ça marche pas. Je l'aurais jamais vu si j'étais au bureau. Là, je vais t'aider. Tu sais, on va démêler ça, je vais parler à ton pharmacien, on va mettre ça dans une dosette, puis ça va, tu sais. C'est tellement vrai d'aller chez les gens, et surtout quand ils sont en fin de vie, que ça a changé la façon que moi, j'ai... de voir les choses. Approcher ouais. Oui, c'est ça. Ma médecine, ma façon de pratiquer ma médecine a changé. Et... c'est sûr que je ne vais pas travailler avec des trous dans mes vêtements, là, mais j'ai changé ça. Et je vais en parler aussi lors de la conférence parce que c'est un peu ça, comment soigner, comment aborder ces émotions-là, comment gérer un peu la vulnérabilité quand on a été malade soi-même. Puis c'est un peu un des éléments clés dont je vais parler. Je vais donner des anecdotes. Je pense que le mot-clé que moi j'ai pu retenir de tout ce que vous avez expliqué, c'est rester authentique, en fait. Oui, tout à fait. C'est exactement Parce qu'on ne peut pas jouer à monsieur le médecin quand on va chez quelqu'un qui vraiment a besoin d'être écouté, en fait. Hein. Ah, des fois, c'est simplement ça. Des fois, je vais chez les gens, j'ai rien changé dans la médication, j'ai pas prescrit rien en sortant, mais je les ai écoutés. Et puis c'est vraiment important. J'ai des patients, prendre le café ensemble. Juste ça. Oui, des fois, les patients, ils me font à dîner, tu sais. Ils disent, je sais que tu dînes jamais, tu es toujours à la course, assis-toi, prends de la soupe avec moi. Oh. OK. Puis là, ils ont mis la table, tu sais. C'est vraiment, j'ai tellement de la chance de faire ce travail-là. Ça va au-delà de tout ce que j'avais espéré pouvoir être quand je voulais être médecin. T'sais, quand on écrit des lettres de motivation, pourquoi on va être médecin quand on est jeune? On est plein de passion et tout ça. Puis on dit ça, moi, je veux le côté humain. Mais moi, je pense pas qu'il y a plus humain qu'aller chez quelqu'un pour le soigner. Je pense qu'ils vont en apprendre beaucoup aux Journées Montfort, là. Et puis, merci de nous avoir partagé tout ça. C'est rempli d'émotions, et puis moi, ça me touche. Ah, ben merci, ça me fait plaisir. Alors, vous, à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.jmottawa.ca pour participer à la conférence. Juste après la pause, on va parler d'une campagne porte-clés qui s'en vient juste au cœur de notre ville. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu
J'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous n'avez pas de porte-clés, on va vous aider à en avoir un porte-clés, pardon. Et puis, c'est pas n'importe quel porte-clés que vous allez nous présenter bien plus tard dans l'entrevue. Vous êtes des amputés de guerre. Puis juste pour rappeler que quand on parle de votre organisme, c'est pas juste vraiment les amputés de guerre. Ça touche vraiment toutes les personnes qui ont un handicap. Hein? Bien, ça fait déjà plus de 100 ans que l'Association des amputés de guerre existe. C'est vrai que ça a commencé par des amputés de la guerre, mais depuis plus de 40 ans maintenant, le programme Les Vainqueurs existe, auquel moi, j'ai été inscrite lorsque j'avais 6 ans, parce que je suis née sans main gauche. Donc, à ma naissance, mes parents ont été un peu surpris et ont entendu parler de l'Association des amputés de guerre par mon chauffeur d'autobus scolaire, qui avait un enfant qui lui manquait un bras aussi. Et c'est là que mes parents ont décidé de m'y inscrire. Au fil de ma croissance, le programme Les Vainqueurs m'a aidé vraiment beaucoup, pas juste pour les bras artificiels, mais pour pouvoir échanger avec d'autres jeunes qui vivent la même situation que moi. Et c'est là que l'association, elle a grandi. Maintenant, la majorité de ses membres, c'est des enfants comme moi quand j'étais plus jeune, et va continuer à aider ses membres tout au long de leur vie de différentes façons. Parce que oui, l'association, elle paie les membres artificiels aux jeunes qui en ont besoin, puis croyez-moi, on change ça souvent, aussi souvent que des souliers quand on grandit. Combien de fois vous devez changer? À combien d'années? Bien, maintenant, adulte, moi, je garde mes prothèses environ 8 ans. Fait que je change beaucoup moins souvent. Une personne qui va lui manquer une jambe va changer plus souvent parce qu'elle va user sa jambe artificielle plus rapidement. Oui. Fait environ aux années et demie. Mais quand on est enfant, on peut changer jusqu'à 2 fois par année de bras ou de jambes artificielles. Ça coûte, ça. Ça coûte beaucoup de sous. C'est pour ça que les amputés de guerre sont importants dans notre vie. Puis, je parlais de la rencontre de d'autres enfants amputés. C'est que c'est... Pour moi, ça fait partie de moi. Je sais pas c'est quoi avoir 10 vrais doigts comme vous. Fait que j'ai appris à faire tout ce que je voulais à ma façon. Mais quand on arrive à l'école, puis que l'autre enfant, il vient nous voir puis il dit « t'es pas capable », ça vient nous blesser un peu, nous pincer le cœur. Puis c'est là que le programme Jouer prudemment des amputés de guerre vient en aide dans ces situations-là. On envoie un plus grand, aider le plus jeune à répondre aux questions des autres. Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'on dort avec notre prothèse? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire ou des choses que l'on peut pas faire? Puis les réponses est on peut rien pas faire. Il faut juste avoir la volonté, la détermination et ne pas lâcher. Surtout ne pas hésiter à demander de l'aide quand on a besoin. Alors, dans le programme Jouer prudemment, c'est des plus grands qui entraînent, on va dire, les plus jeunes à répondre, c'est ça? Oui, puis qui va les accompagner en milieu scolaire. Wow. Donc, on se déplace dans les écoles pour aller répondre aux questions des camarades de classe. On va même dans les garderies, on va dans les cégeps, tout dépend, parce qu'on a des questionnements, peu importe notre croissance. Quand je suis devenue adulte, moi, avoir des enfants, c'était un rêve. J'en ai eu 2, sont en pleine santé, puis ils ont tous leurs membres. Quand je suis tombée enceinte, mon médecin m'a demandé « Est-ce que tu veux qu'on vérifie si tous les doigts sont là? » Ma question à mon médecin a été « Est-ce qu'on fait cet examen-là pour tout le monde? » C'est vrai, en plus. Et la réponse était non. Alors, j'ai dit « Moi, je veux pas. » Parce que pour moi, les amputés de guerre, oui, aujourd'hui, c'est mon travail, c'est un organisme, mais c'est ma famille. C'est la famille, oui. Ça fait partie de moi. Depuis vos 6 ans jusqu'à maintenant, vous avez 2 bébés, donc là, Tout à fait.
le fait que mes enfants en fassent pas partie parce qu'ils ont leurs 2 bras, leurs 2 jambes, c'est pas grave, mais ils ont développé une sensibilité face à la différence qui font en sorte qu'ils sont plus ouverts à les aider, à répondre aux questions. Fait que tout au long de ma croissance, bien, de leur croissance, puis de ma croissance adulte, bien, ils ont appris à faire ça. Puis c'est en rencontrant d'autres adultes qui font partie des amputés de guerre, qui ont des enfants, que j'ai compris certains défis, certains qu'ils rencontrent en fait eux-mêmes. Tout à fait. Fait c'est vraiment important, l'Association des amputés de guerre. Puis là, on est présentement en campagne de financement avec nos plaques porte-clés. Je vous en ai apporté une. C'est vraiment important. Les gens, ils les reçoivent par la poste. Je vais le montrer. Prenez-la, ça va me faire plaisir. Ils les reçoivent par la poste 1 fois par année. OK. On les change à tous les ans sur notre trousseau. Est-ce que c'est par demande? Ils demandent d'en avoir ou? Bien, si vous êtes inscrit sur notre liste, on vous les envoie automatiquement. Si vous ne les recevez pas, appelez-nous, allez sur notre site web pour en faire la commande. D'accord. C'est un service qui est gratuit de base. Ça vous sert à identifier vos clés de voiture, de maison, de cadenas, avec une plaque porte-clés qui correspond à un numéro de votre dossier. C'est ce numéro qu'on a vu tantôt? Tout à fait, qui va correspondre à votre adresse et votre adresse de domicile. Si vous perdez vos clés, quelqu'un les retrouve, les prend et les dépose à la boîte aux lettres, sans enveloppe éteinte. Comme ça, le trousseau de clés dans la boîte aux lettres. Nous, on a une entente avec Poste Canada pour retourner votre trousseau de clés perdu à votre domicile par messagerie prioritaire. On a toute une division des... Moi, je les appelle les clés perdues, mais une division qui reçoit les plaques porte-clés et les trousseaux perdus et les retourne à leur propriétaire. Et c'est vous seulement qui avez accès comme au nom de la personne grâce à son numéro, hein? Exactement. Comme on contient votre adresse domicile, c'est une base de données qui est confidentielle. D'accord. Donc, on ne vend pas notre base de données. Il n'y a personne qui peut venir. Par exemple, vous trouvez mes clés. Vous appelez aux amputés de guerre parce que le numéro sans frais est inscrit à l'arrière. D'accord. Vous voulez... Je veux savoir à qui appartient pour aller les porter. Malheureusement, non. On vous aura pas avec ça, là. Pas du tout. Donc, c'est vraiment très sécuritaire et les gens qui répondent au téléphone sont là pour répondre à vos questions. Vous avez des questions sur est-ce que mes vieilles plaques porte-clés sont bonnes? Appelez-nous, on va répondre à vos questions. D'accord. Ou il y a sur notre site web toute une foire aux questions là, habituelles. Et les gens qui les reçoivent sont invités à faire des dons. Tous les dons sont appréciés. On est heureux de dire qu'il y a 90% des dons qu'on reçoit qui sont redistribués à nos membres, à nos enfants amputés. Pour l'achat de membres artificiels, ça paraît pas, mais là, moi, j'en ai 3, mais jeune, j'en avais jusqu'à 6 différents parce que la prothèse de tous les jours va pas dans l'eau. Je faisais de la natation, bien, j'avais besoin d'un bras spécial. Ouais. Des fois, j'ai des sorties plus chic, bien, j'ai ma main plus chic. J'ai ma main de tous les jours qui est plus pratique où ce que la main, elle va ouvrir et fermer selon ce que je vais lui faire faire. Mais on a besoin de tout ça pour... Même pour les enfants, parce qu'eux, ils s'amusent beaucoup déjà à natation et toutes ces affaires. Faire du vélo. Moi, j'ai une prothèse pour mon vélo. Pour toutes les activités que l'on pense, on a besoin d'un bras ou d'une jambe spéciale pour faire cette activité-là. Et c'est là que les dons du public vont servir à payer les prothèses des enfants. J'aime bien entendre dire que malgré les handicaps qu'on peut avoir, on peut faire toutes sortes d'activités, vélo, natation et toutes ces affaires-là. Donc, c'est pas juste comme de bloquer... On va dire peut-être les tout petits qui se disent ben voilà, je peux plus rien faire. Moi, je vais souvent dans les écoles répondre aux questions des élèves, puis je leur dis aux élèves, vous avez tous 2 mains, 2 pieds complets. Moi, il me manque une main. J'ai un défi quotidien de faire ma tresse, m'habiller, fonctionner. Vous n'avez pas ce défi-là. Alors, quand vous arrivez devant un problème de mathématiques qui est un petit peu plus complexe ou une nouvelle règle de français, bien, il faut prendre un grand respire et persévérer. Moi, je persévère tous les jours. Alors, vous qui avez tous vos membres, il ne faut pas arrêter. Mais c'est ça qu'il faut se mettre devant nous, puis il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Aujourd'hui, adulte, je ne suis pas capable de tout faire. Si on me dit prendre tomate du jardin très mûre et faire un sandwich aux tomates, faire des tranches de tomates, je ne suis pas capable. Parce que dès que je m'appuie sur la tomate, bien là, elle fait du jus de tomate sur le comptoir. Mais je demande de l'aide.
il y a des choses comme ça que je suis pas capable de faire ou je vais faire de façon différente. Attacher des lacets de souliers, on fait pas ça pareil, vous et moi. Mais on arrive au même résultat. C'est vraiment de ne pas lâcher, de persévérer. Puis les amputés de guerre, c'est ça, ils nous encouragent, les enfants Avec tous les amputés. programmes, Jouer prudemment, les vainqueurs, je pense que ça, c'est un programme qui impacte beaucoup de jeunes, les vainqueurs. Tout à fait. Puis ça fait plus de 100 ans que ça existe, bien maintenant 101 ans. Et on espère que ça va durer encore très, très longtemps parce que les jeunes ont besoin de ça. Moi, je suis née sans main gauche, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont des accidents, qui vont perdre un bras ou une jambe à la suite d'un accident. Donc, on va être là pour les aider ou à la suite de maladies. Vous parliez de cancer avant la pause. Mais des fois, il faut procéder à l'amputation d'un bras ou d'une jambe pour sauver la vie d'un enfant. Mais nous, les amputés de guerre, on est là dès les premiers moments. Dès que les parents ou le jeune a des questions. C'est juste pour l'accompagnement. Exactement. Est-ce que le jeune va avoir une vie par après? La réponse est oui. Mais quand on est dans la situation traumatique, on n'y pense pas. On se dit que tout est fini, là. Donc, faut pas hésiter à nous appeler. Ça nous fait plaisir. Les plaques porte-clés, les gens, ils commencent à les recevoir ou les reçoivent déjà par la poste. Soyez généreux, hein? Vos téléspectateurs, j'aimerais ça qu'ils soient généreux. Ça m'a aidé pendant beaucoup d'années, puis ça va aider plein d'autres enfants. Puis comme vous l'avez déjà dit, là, peu importe le don, vous êtes ouvert à tout, là. Exactement. Merci beaucoup. Plaisir. Puis, bonne chance pour tous les tout petits que vous allez recevoir bientôt. Merci. Alors, vous à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez apporter un grand soutien aux amputés de guerre, donc www.amputédeguerre.ca. Et puis, prenez vos porte-clés et puis faites quelque chose pour eux, là. Juste après la pause, on va parler de thérapie. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine ou dorée, un croissant caché dans ce nuage de neige. Elle joue au sortilège, il aimerait l'embrasser. Avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De nos beaux crépuscules, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant de thérapie spécialisée pour des parents ethnoculturels. Puis ça, c'est un service offert par le REPFO. Puis vous êtes là pour en parler parce que vous êtes le thérapeute spécialisé de là-bas. Puis je vais juste commencer en vous demander, ça prend quoi pour être thérapeute spécialisé? Bon, en fait, c'est psychothérapeute. C'est OK. Psychothérapeute, donc il y a des gens qui font bac en psychologie et maîtrise, et puis après en doctorat. Et après le doctorat, ils font de la psychothérapie. Ça, c'est le cursus universitaire. OK. Puis il y en a d'autres qui vont aller dans des centres d'académie, qui vont aller directement faire de la psychothérapie. Donc, c'était mon cas. Donc, j'ai fait ma formation à Québec, mon centre de formation professionnelle de la psychothérapie, où est-ce que j'en ai fait plus que 1000 heures de thérapie clinique. OK. Puis, depuis combien de temps vous exercez comme ça, à temps plein?
En fait, pour cet organisme, je suis avec eux à temps plein depuis au mois de juin dernier, 2018. Okay. Mais avant ça, je travaillais pour mon propre compte. J'avais un bureau à Gatineau et un à Ottawa. Donc, depuis presque 10 ans, j'ai travaillé pour mon propre compte. Et depuis l'année dernière, je suis venu joindre le groupe REPFO qui ont eu une subvention pour créer ces centres dont on appelle les CRIPAN, donc Centre des ressources éducatives pour les parents et communautés noires. OK. Et c'est l'ancien gouvernement libéral qui avait mis cet argent à disposition pour la communauté noire, spécifiquement. Donc, c'est pour le CREPAN que vous êtes thérapeute spécialisé donc pour les suivis des parents noirs, en fait, oui, de la communauté d'origine africaine, haïtienne, caraïbe, noire ou ethnoculturelle. Excusez-moi de le dire ainsi, mais je sais que de chez nous, là-bas, quand tu dis à quelqu'un que tu pars en thérapie, c'est comme si, tu es en train de te rabaisser là, à aller parler à quelqu'un. Est-ce que vous recevez des parents oui, africains? de plus en plus, oui. C'est vrai, c'est tabou à la fois dans la communauté d'origine africaine ou ailleurs, mais en même temps aussi, c'est tabou pour tout le monde. Alors oui, les gens de plus en plus, maintenant, ils savent parce qu'au Canada, on nous dit, il y a des statistiques qui nous disent 10 personnes sur 5 vont connaître des questions liées à la santé mentale. Et la santé mentale, c'est pas seulement aussi quand ça va mal, mais aussi c'est comment ça pourrait aller mieux. Ça, donc il y a un stigma quand quelqu'un aille voir un thérapeute, c'est quand il y a quelque chose qui va pas. Alors que il serait préférable d'aller voir un thérapeute avant, par exemple, si tu veux te marier, avant le mariage, pour assurer... ça, on n'y pense pas vraiment. Exactement. Ou dans ta vie, par exemple, pour réussir à quelque chose, une compétition ou un événement. Donc, le thérapeute, il t'accompagne pour atteindre ton objectif, peu importe ce qu'elle est. C'est comme un coach? Voilà, c'est ça, en fait, c'est un coach. OK, le thérapeute, c'est un coach. Donc, les personnes que vous recevez au CREPAN, est-ce que c'est des personnes qui viennent nouvellement d'arriver ou qui sont ici au Canada depuis longtemps? C'est les deux. Il y a des gens qui viennent juste d'arriver, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même quelques mois. Donc, pour eux, on a un programme qu'on appelle Faire le deuil. Faire le deuil, de l'immigration, parce que quand quelqu'un il quitte de son habitat familier depuis une vingtaine d'années, pour certains 30 ans, et qui vient dans un autre pays complètement différent, donc c'est comme un deuil. Il a quitté de chez soi pour aller à un autre endroit et se retrouver. Donc, c'est pas facile, ces transitions. Donc, on a des ateliers spécifiques pour ces choses-là. Et ces ateliers, des fois, on les fait chez nous et des fois, on fait chez des endroits, à nos partenaires, tels que la Maison de l'Amitié ou la Maison Marie-Louise. Donc, c'est des réunions, des conférences de groupe que vous faites? C'est des 1 à 1. OK. Et on rencontre aussi la famille. Et on a aussi une clinique mobile. Donc, on se déplace ailleurs avec nos partenaires. Depuis maintenant presque 1 mois, on a une clinique mobile établie avec la Maison Marie-Louise à Vanier. Et on a une autre qu'on va commencer bientôt avec la Maison de l'Amitié. Et puis, donc, on offre aussi la possibilité, les gens qui ne peuvent pas venir directement à notre centre pour bénéficier de ces thérapies cliniques, on se déplace chez eux ou on offre ces services à des organismes communautaires à côté de chez eux. Est-ce que vous êtes seul à travailler dans votre bloc de thérapie ou vous êtes en fait, je suis le coordinateur. Moi, en même temps, je suis le thérapeute spécialisé, mais j'ai aussi une collègue qui, elle aussi, a une expérience en thérapie, qui m'accompagne et qui m'assiste. Et en même temps, elle agit aussi comme intervenante. Donc, c'est elle qui aille contacter les gens et pour les inviter à venir ici. Et puis, on a aussi une éducatrice spécialisée, Marie Kouassi, qu'on a reçue. Oui, on est 3 pour l'instant, mais on espère que on va grossir l'équipe parce que les besoins, on dessert jusqu'à maintenant presque 100 et quelques personnes depuis au mois de juin. Les suivis qu'on fait, les individus et les personnes, c'est plus que 400 suivis. Donc, on est pas mal trop occupés. Et puis, quand vous parlez de suivi comme ça, c'est une séance par mois, une séance chaque 2 mois. Comment ça se passe quand vous rencontrez déjà une personne? Oui, d'habitude, moyennement, c'est 8 séances. 8 séances espacées une fois par semaine ou 2 fois tous les 2 semaines. Ou parfois ça peut se régler la première ou la deuxième rencontre, là on laisse.
La personne réapparaît dans 1 mois ou dans 2 mois s'il y a des problèmes. Donc c'est dépendamment de la personne qui vient vous rencontrer que vous faites... Qu'on va ajuster, oui. Mais une rencontre thérapeutique, moyennement, c'est 8 séances. D'accord. Madame Marie Kouassi me disait tantôt que vous avez aussi des services où vous pouvez aider les parents qui ont besoin que leur enfant soit gardé, des affaires dans le genre là. Quand ils viennent vous voir pour des thérapies, par exemple, il y a ce que je veux dire, c'est qu'il y a des familles qui immigrent, comme c'est toute la famille qui immigre jusqu'ici. Vous voyez les parents, est-ce que vous voyez aussi les enfants? Oui. Oui, on voit les enfants dans la partie clinique, mais en même temps aussi, on le voit les enfants dans la partie du repli. Donc, par exemple, le repli, c'est pendant, par exemple, on donne un repli aux parents. D'accord. Ils amènent 1 fois par semaine chez nous. Dans le repli, ok. Le repli, oui. Oui, le repli. Donc, 1 fois par semaine. Donc, pendant que soit le parent est en train de bénéficier de nos services, les enfants sont ici, ou le parent peut faire ailleurs leurs activités pendant 1 heure, 1 heure et demie, en attendant un repli chez nous. Ou on fait aussi, on rencontre les jeunes, on les accompagne soit à l'école, s'il y a un problème, ou ils viennent à notre clinique pour bénéficier de nos services, et des adolescents aussi. On a parlé tantôt, vous avez parlé de toutes les personnes que vous recevez. J'ai posé la question par rapport à la famille. Mais la plupart du temps, moi, je dis à qui veut l'entendre, c'est nous, les femmes, qui parlons beaucoup. Est-ce que les hommes, surtout par rapport au tabou, là, est-ce que vous recevez des pères de famille qui viennent se... Oui, on le reçoit. C'est moins souvent, mais on le reçoit. C'est vrai, les femmes ont tendance à parler facilement de leurs émotions. Et les hommes ont tendance à intérioriser. Et ça, c'est tout confondu. C'est pas juste des hommes africains ou ailleurs, c'est tout confondu. Okay. Exactement. Mais maintenant, à cause que les gens... Parce que la psychothérapie, elle est nouvelle. Elle existe seulement depuis 1956, après la Deuxième Guerre mondiale. Avant 1956, on nous parlait de la psychanalyse, mais jamais de la psychothérapie. Donc la psychothérapie est un domaine nouveau et qui a été, dans certains endroits, qui ont été régularisés. Exactement, dans certaines provinces, encore pas d'autres. Donc elle est nouvelle. Alors, mais les gens maintenant, ils se rendent compte de plus en plus que la psychothérapie, c'est pas seulement quand tout va mal, mais c'est au contraire comment les choses pourraient aller encore mieux. Ok, donc chaque thérapeute, comme vous le faites avec les différents patients que vous recevez, a son approche. À son approche. Moi, l'approche dont j'ai été formé, c'est l'approche dont on appelle en anglais REB, Rational Emotive Behavior Therapy. Donc, c'est en français, c'est la la thérapie émotivo-rationnelle. Ok. Donc, on travaille sur 3 niveaux. Au niveau cognitif, la façon dont la personne se perçoit, il perçoit l'autre et son environnement. Il nous reste juste 30 secondes, mais oui, ok. Puis au niveau émotionnel, donc c'est au niveau émotionnel, donc c'est pas directement lié au cognitif, et au niveau comportemental. Donc, si on a besoin de vous contacter, c'est direct sur le site web et puis on prend un rendez-vous avec vous? Oui, prendre rendez-vous. Vous pouvez vous présenter juste, comme ça, si moi je ne suis pas là, vous allez être accueillis, on ouvre un dossier pour vous et on prend un rendez-vous avec moi. Si je suis là pour cette journée-là, je ne suis pas là, je peux vous recevoir tout de suite aussi. Donc, premier arrivé, premier servi, mais il est toujours convenable de prendre un rendez-vous pour assurer votre place. Alors, merci beaucoup pour ces informations. Puis voilà, à la maison, si vous avez envie de consulter le thérapeute, donc c'est pas quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal, pardon, mais aussi quand tout va bien, www.repro.ca pour avoir une consultation. Juste après la pause, on va parler avec un chercheur scientifique qui va nous parler du biokérosène. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine ou dorée, en croissant caché dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie
en un quart de lumière. Elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le secteur de l'aviation au Canada met des efforts colossaux pour pouvoir préserver notre environnement climatique. Et avec moi, j'ai un chercheur scientifique de CanMet Énergie Ottawa, qui est, on va dire, l'une des parties de Ressources naturelles Canada. Oui, c'est un centre de recherche qui fait partie de Ressources naturelles Canada. Et j'ai d'ailleurs apporté une photo numéro 1. C'est une vue aérienne du complexe de Bells Corners dans l'ouest. Alors, se trouve CanMet Énergie Ottawa plus CanMet Mines et le Centre canadien de recherche sur les explosifs. Alors, tout ça, c'est vous, tout ce qu'on vient de voir? Tout ça, c'est à Bells Corners. C'est dans l'ouest d'Ottawa. Alors, CanMet Énergie Ottawa, c'est dans la partie basse de la photo. D'accord. Je pense que c'est la plus grosse partie, apparemment. C'est la plus grosse partie. Ça fait que vous faites un gros travail, alors. Oui. Il y a environ 200 personnes qui travaillent à CanMet Énergie Ottawa. Puis notre mission, c'est d'être un chef de file au Canada pour l'élaboration de solutions en matière d'énergie basées sur la science et la technologie pour le bénéfice des Canadiens, que ce soit environnemental, économique, les deux à la fois. Oui. Puis aujourd'hui, on est là vraiment pour se fixer sur le secteur de l'aviation dont vous les biocarburants, exactement. Okay. Oui, aujourd'hui, là, je vais beaucoup apprendre avec vous parce que ça va, je vais me renseigner comme je veux, là. Je vais vraiment abuser de tes questions que je vais vous poser. Déjà, pour commencer, on parle de biokérosène. C'est quoi le biokérosène? Eh bien, le biokérosène, vous êtes probablement familière avec les différents types de carburants qui existent. Alors, l'essence, la gasoline pour les voitures, diesel pour les camions. Oui. Alors, pour les moteurs à réaction dans l'aviation commerciale, on a du kérosène. Oui. Alors, actuellement, le Canada consomme 7 milliards de litres de kérosène par année. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, oui. Et on doit... il y a une organisation internationale qui s'appelle IATA. IATA, oui. Et cette organisation internationale regroupe 260 lignes aériennes, presque 85% du trafic aérien. D'accord. Et puis, ils veulent améliorer leur empreinte carbone. Ils veulent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de façon volontaire, ce qui est très, très bien d'ailleurs. Ils ont décidé d'établir des objectifs, des cibles très, très ambitieuses. Alors, d'ici 2020, d'ici l'année prochaine, il va y avoir un plafond dans les émissions de CO2 pour toutes les lignes aériennes. D'accord. Et d'ici 2050, il va y avoir une réduction de 50% des émissions de gaz carbonique, de gaz à effet de serre, basée sur le niveau de 2005. Alors, c'est un défi. Parce que vous savez que les aviations, beaucoup de gens prennent l'avion maintenant. Le trafic aérien augmente de 5% par année. Les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 pour l'aviation, c'est de 2,5 par année. Alors, c'est énorme. Puis, les gens ne vont pas arrêter de prendre l'avion. Les gens vont continuer. Alors, la seule façon, on peut avoir des avions plus efficaces, moins consommateurs d'essence ou de kérosène. Et qui entachent moins notre écosystème et tout ça. Exact. Ou on peut améliorer, par exemple, les systèmes de gestion de vol, avoir des meilleurs plans de vol, mais on ne réussira jamais à obtenir les cibles qu'on recherche. La seule façon, c'est les biocarburants, le biokérosène. D'accord. Et puis, vous, quand vous parlez de biokérosène, c'est fait à base de quoi? Comment vous travaillez sur ça? Alors, le biokérosène, il y a déjà du biokérosène qui est
disponible actuellement parce qu'il y a eu plusieurs vols de démonstration qui ont été faits de par le monde, même au Canada. Mais c'est du biokérosène qui est produit à partir des huiles végétales, comme l'huile de canola, l'huile de palme, l'huile soya, et aussi à partir de l'huile de cuisson, après avoir cuit vos frites, là. Les huiles de cuisson. Mais on les dépose souvent à la station, là, au lieu de les jeter. Alors, avec ces huiles-là, on peut faire les convertir en hydrocarbures, en biokérosène. OK. Mais le problème, c'est que le volume est immense. Pour vous donner une idée, actuellement, le Canada ne produit aucun biokérosène, 0 litre. Okay. Alors, et en 2035, si on respecte les objectifs, le Canada doit produire environ près d'1 milliard de litres de biokérosène. C'est beaucoup de passer de 0 à ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On est chanceux, par exemple. Au Canada, nous avons beaucoup de forêts. L'industrie agricole est très importante. Alors, on a beaucoup de résidus forestiers, beaucoup de résidus agricoles. Alors, nos projets à Canmet, à Ottawa, on veut convertir ces résidus-là en biokérosène. L'idée, c'est de partir d'une source de biomasse non comestible. Non comestible. Parce que vous vous rappelez, quand j'ai parlé un peu plus tôt d'huile de palme, d'huile de canola, l'huile de soya, c'est tout comestible. Et puis, la graisse animale pour les abattoirs, tout ça, tout est comestible. Alors, on veut partir des produits forestiers, des résidus forestiers et résidus agricoles, oui. Et puis donc ça, ce dont les huiles végétales et tout, c'est pas que c'est pas bon, mais on préfère aller vers quelque chose de mieux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que les huiles végétales sont utilisées aussi pour la nourriture, alors ça pose un problème. Si on utilise trop d'huile végétale pour les biocarburants, ça va augmenter les prix. Alors, ça, j'y avais pas pensé. Ça augmente les prix, alors on veut éviter ça. Et puis, comment on pourrait produire avec ces biomasses-là non comestibles? Comment on pourrait produire? Il est déjà rendu à la photo 4, je vois. Donc, à laquelle des photos on peut aller pour le voir? Oui, oui. Laquelle des photos pour la production? Pour la production, bien, on part à partir de la biomasse. D'accord. Et un résidu, par exemple, un copeau de bois ou sciure de bois. Et puis, c'est solide. Alors, la première étape, c'est qu'il faut liquéfier la biomasse, en faire un liquide. D'accord. Alors, une façon de faire, c'est d'utiliser la pyrolyse. Alors, c'est très, très simple. Je vais vous l'expliquer. Okay. On chauffe les copeaux de bois ou la sciure de bois à haute température, à 500 degrés Celsius, pour moins de 10 secondes, moins de 5 secondes, en absence d'oxygène. On ne veut pas de combustion, on ne veut pas brûler. Oui. On veut uniquement produire des liquides. Alors, si on condense les vapeurs et on obtient des liquides. Le rendement est d'environ 70 %. OK, puisqu'il n'y a pas d'oxyde. Oui, allez-y, c'est la photo numéro 2. OK, la photo numéro 2. Oui. Là, vous nous montrez un peu comment ça alors fonctionne. C'est une petite usine pilote de pyrolyse, une unité pilote de pyrolyse à Canmet Énergie Ottawa. Alors, c'est là où on peut produire des huiles pyrolytiques. Puis quand vous faites des essais comme ça, vous en faites pour combien de litres de biokérosène? Alors, dans ce cas-ci, la capacité est d'environ de 5 kg à l'heure pour cette unité-là ici. Alors, et puis, ce sont des tests qui durent une journée. Ça ne roule pas 24 heures sur 24. Là. C'est vraiment expérimental et améliorer les conditions expérimentales, etc. Donc, pour atteindre les 900 millions dont on parlait, là, l'objectif de 2030... Il faut aller à l'échelle commerciale. Il faut vraiment avoir de plus grosses unités. Mais d'habitude, en recherche, dans les développements de procédés chimiques, on va petite échelle, laboratoire. Ensuite, on va à l'échelle de banc d'essai. Ensuite, à l'usine pilote, usine de démonstration et usine commerciale. C'est toute une étape, là. Parce qu'à chaque étape, il y a toujours des problèmes à résoudre. Alors, et puis, on ne veut pas sauter d'étape, autrement, ça coûte trop cher. Oui. Puis, le problème a rendu à cette étape, il y a eu des soucis ou il y a des soucis qui interviennent? Alors, moi, je travaille à l'étape suivante. OK. À la valorisation des huiles qui sont obtenues, des huiles pyrolytiques. D'accord. Alors, si on montre... la photo numéro 2, c'est l'instrument que j'utilise. C'est une unité d'hydrotraitement catalytique. Je vais vous expliquer.
Alors, ce qui arrive, les hydrocarbures, que ce soit l'essence, le diesel, le kérosène, ce sont des molécules, ce sont des hydrocarbures qui contiennent uniquement des atomes d'hydrogène et de carbone qui sont disposés de différentes façons. Oui. Quand vous produisez un liquide à partir de la biomasse, comme l'huile pyrolytique, il y a de l'hydrogène, il y a du carbone, mais il y a aussi de l'oxygène. Alors, le problème, c'est que l'oxygène, le troisième atome, là, ça donne des propriétés aux molécules qui sont bien différentes de celles qu'on trouve dans les molécules d'essence, de kérosène et de diesel. Par exemple, l'huile pyrolytique a contenu un oxygène de près de 40 %. Ce qui fait que c'est une huile qui est très instable. Si on la chauffe, elle va se remettre à gommer. On ne peut pas la mélanger dans de l'essence ou dans du diesel ou dans du kérosène. Immiscible. Alors, les raffineries ne veulent pas l'utiliser comme matière de base. Elle est corrosive à cause de présence d'oxygène, d'acide organique. Pour toutes ces raisons-là, on ne peut pas utilisé comme kérosène directement. Alors, il faut faire une valorisation. Alors, la valorisation, c'est l'hydrotraitement catalytique, c'est la photo numéro 3. C'est la photo numéro 3 qu'on va voir ça. On va voir ça après la pause? C'est comme vous voulez, oui. Okay, d'accord. Alors, juste après la pause, on va voir comment, à Ressources Naturelles Canada, il valorise le biokérosène. Restez avec moi, regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! À la prochaine émission, je rencontre Dorothée Roux, une femme humoriste d'origine haïtienne qui fait de l'humour différemment. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Cette semaine, c'est mon bon ami, M. Laurent Glaude, qui vient nous voir. Il va nous parler du job de Sirville. Fait que j'espère que vous allez venir par chez nous pour entendre ça. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on commence directement avec la photo dont vous me parliez par rapport à la valorisation. Puis, qu'est-ce que vous faites là, à ce niveau? Alors, c'est la valorisation des huiles pyrolytiques en biokérosène. Alors, je vous ai mentionné après la pause que l'huile pyrolytique contenait beaucoup d'oxygène. Et si on veut produire des hydrocarbures qui ne contiennent uniquement de l'hydrogène et du carbone, il faut enlever l'oxygène qui se trouve dedans. Okay. Alors, on utilise l'unité la photo numéro 3. OK. Je ne sais pas si on pourrait, mais oui, vous pouvez juste l'expliquer. Ah, OK. La photo numéro 3, c'était l'unité d'hydrotraitement catalytique qu'on utilise. Alors, il faut un catalyseur qui aide à briser, à enlever l'oxygène de la molécule provenant des huiles. Et il faut de l'hydrogène. L'hydrogène est là pour maximiser le produit liquide, le carburant. Et toutes ces informations que vous venez de nous donner, est-ce que c'est disponible sur le site web de Ressources Naturelles Canada? Informations techniques, non. À des conférences, oui. Mais oui. Il va falloir y penser. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à vous. Alors, pour avoir plus d'informations, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web de Ressources Naturelles Canada. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, on va rencontrer Julie Blais-Comeau qui va nous parler de sa nouvelle émission sur TV Rogers, l'apéro avec Julie. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.